Mais le prix de cette méthode devenait insoutenable. Le problème principal, une consommation colossale de munitions. Pour détruire une seule cible ponctuelle, disons un char camouflé ou un bunker, on pouvait avoir besoin de centaines d'obus ordinaires. La charge logistique atteignait des seuils critiques. Des milliers de tonnes de munitions étaient nécessaires pour une seule opération locale. Le deuxième problème était technique. La faible précision ne permettait pas de tirer près de ses propres troupes et en zone urbaine. Un seul tir imprécis, perte parmi les assaillants ou destruction inutile des infrastructures civiles. Le troisième problème, crucial, la contre-batterie. Les radars ennemis détectaient les positions en quelques secondes. Une salve massive devenait le signal d'une riposte immédiate. Les artilleurs devaient travailler selon le schéma. Tirer, fuir. Exactement l'inverse d'un appui-feu prolongé et méthodique. Il devint évident, la tactique basée sur la quantité avait atteint son plafond. Un adversaire équipé de renseignements modernes apprenait à survivre aux préparations d'artillerie classiques et infligeait des coups de retour dévastateurs. Il fallait non pas simplement réparer la doctrine, mais faire un saut révolutionnaire. Il fallait un système capable de fournir la même efficacité, mais non pas grâce à la masse de métal tiré, mais grâce à la garantie de frapper chaque obus. Il fallait transformer l'artillerie d'un outil de suppression de zone en scalpel chirurgical. Ce défi demandait une réponse technologique. Et elle est venue. Le travail a commencé sur un concept qui s'appellera Mur de feu 2.0. Le fondement de la nouvelle doctrine n'était pas les nouveaux canons, mais la nouvelle munition et la nouvelle méthode de guidage. L'idée de munitions intelligentes n'était pas nouvelle. Les développements avaient commencé à l'époque soviétique et avaient conduit à la création du système d'armement téléguidé Krasnopol, un obus de 152 mm avec une tête semi-active de guidage laser. Le principe est génial dans sa simplicité. Un correcteur au sol ou en hélicoptère éclaire la cible avec un rayon laser. L'obus, se trouvant sur la partie descendante de sa trajectoire, capte le signal réfléchi et, avec l'aide de gouvernes aérodynamiques, se guide précisément sur le point illuminé. Les premières versions pouvaient frapper un char en mouvement, au premier tir à une distance jusqu'à 20 km. Mais les premiers modèles avaient des défauts. Ils exigeaient certaines conditions météorologiques, pas de nuages ni de brouillard. Ils exigeaient du correcteur de maintenir le rayon laser sur la cible pendant des dizaines de secondes, risquant d'être détecté. La pensée technique évoluait. Un Krasnopol modernisé apparut, plus compact, avec l'électronique améliorée. La nouvelle tête de guidage devint plus sensible et résistante aux interférences. Elle fonctionnait par faible couverture nuageuse, capturait la cible même avec un signal faible et diffus. L'évolution suivante fut la version Krasnopol D, avec une portée jusqu'à 43 km. Mais la vraie percée fut les obus du XXIe siècle. Ils reçurent non seulement des têtes laser améliorées, mais aussi des systèmes de navigation inertielle avec correction par signaux GLONASS. Cela permit de mettre en œuvre le principe tir et oubli. Les coordonnées de la cible sont introduites dans l'obus avant le tir. Il vole vers la zone désignée via la navigation par satellite. Ce n'est que dans la phase finale, quelques secondes avant l'impact, que la tête laser s'active pour un guidage précis sur l'objet illuminé. Cela a considérablement augmenté la discrétion de l'opérateur et rendu le système pratiquement immunisé contre la guerre électronique. La fusion de la correction laser éprouvée et de la navigation par satellite moderne a transformé un simple obusier en arme de haute précision. C'était le cœur technologique du mur de feu 2.0. Maintenant, un seul obus accomplissait le travail qui nécessitait autrefois une salve de batterie entière. Mais un obus téléguidé ne résolvait que la moitié du problème. Il fallait un œil dans le ciel, un moyen capable de trouver les cibles, les illuminer avec un laser et rester invisible. Les hélicoptères, c'était trop risqué. Il fallait un système de drone. L'élément clé devint le drone Orlan 10 et ses modifications. Initialement conçu pour la reconnaissance, il a suivi une profonde modernisation. À bord se trouvait un module optoélectronique compact mais puissant stabilisé par gyroscope. Une caméra diurne avec zoom multiple, une caméra thermique pour le travail nocturne et surtout un télémètre laser et un désignateur de cible. Maintenant, le drone ne trouvait pas simplement la cible, mais déterminait ses coordonnées précises et l'illuminait pour l'obus téléguidé.
La capacité de l'Orlan à rester en l'air pendant des heures à plusieurs kilomètres d'altitude, restant pratiquement invisible et silencieux, en faisait un outil idéal. La révolution de l'approche résidait dans l'application massive. Au-dessus d'un secteur du front, se créait tout un réseau de dizaines de drones, chacun contrôlant son secteur. Ils formaient un champ informatif unifié, révélant toute la profondeur de la défense ennemie en temps réel. Toutes les informations, les flux vidéo, les coordonnées des cibles, affluaient par des canaux sécurisés vers un centre de commandement unifié. Cela permit de créer une boucle de reconnaissance feu, un système où le temps entre la détection d'une cible et sa destruction était réduit au minimum. L'opérateur drone détecte un char, une position de mitrailleuse ou un centre de commandement. Un clic, et les coordonnées sont transmises au système de contrôle de l'artillerie. Le commandant de la batterie voit la cible sur sa tablette en quelques secondes. L'ordre de tirer. Après le tir, l'opérateur illumine la cible avec le laser, assurant une frappe garantie. La reconnaissance a cessé d'être une étape séparée. Elle devint un processus continu, se produisant simultanément avec la frappe. L'artillerie pouvait voir. Le mur de feu 2-0, c'est le passage du tir sur zone à la frappe massive et simultanée de nombreuses cibles individuelles identifiées. Imaginez un secteur du front de 10 km de large et 20 km de profondeur. Au-dessus de la zone se trouvent continuellement 10-15 drones. Ils mènent une reconnaissance constante, identifiant des centaines de cibles, des équipes de mitrailleuses aux états-majors de bataillons camouflés. Toutes les informations arrivent au centre de commandement tactique. Un système automatisé analyse les données, classe les cibles par importance et les distribue entre les moyens de feu. Le système voit où se trouve chaque groupement d'artillerie, combien de canons, quel ravitaillement. Il calcule automatiquement la variante optimale de destruction. Pour détruire un char en tranchée, un obus Krasnopol. Pour neutraliser une batterie de mortiers, une série de 3. Pour frapper un poste de commandement et d'observation, 2 obus de direction différentes. Au moment désigné sur un seul ordre, des dizaines de canons produisent une salve synchronisée. Des dizaines d'obus téléguidés foncent vers leur cible. Les opérateurs drones illuminent successivement les objectifs assignés. En quelques minutes, une pluie de frappes de haute précision s'abat sur les positions ennemies. La première application massive a eu lieu l'été sur le secteur nord. L'ennemi avait créé une défense profondément échelonnée. N'importe quel assaut frontal entraînait des pertes massives. Le commandement décida d'appliquer la nouvelle tactique. L'opération commença 2 jours avant H. 20 drones. Orlan menait une reconnaissance continue. En 48 heures, pratiquement tous les éléments de la défense ennemie furent révélés jusqu'à 30 km de profondeur. Les points d'appui de compagnie et de bataillon, les positions d'artillerie camouflées, les centres de commandement, les dépôts de munitions, les voies d'approvisionnement des réserves. Plus de 250 cibles furent identifiées et confirmées. La nuit avant l'attaque, 3 divisements MSTA et 2 divisements Malka prirent position. Chaque canon reçut une mission individuelle de frapper 3-5 cibles. À 400 du matin, la préparation d'artillerie commença. En 15 minutes, plus de 70 canons tirèrent plus de 300 obus téléguidés. Des dizaines d'opérateurs drones illuminèrent les cibles. Le résultat fut stupéfiant. Frappés simultanément, l'état-major du régiment, 2 centres de commandement de bataillon, toutes les batteries d'artillerie et de mortiers identifiées, environ 30 blindés et plus d'une centaine de points de tir. Le système de défense de l'ennemi fut décapité en un instant. Quand, 1 heure après, les groupes d'assaut passèrent à l'attaque, ils n'eurent pratiquement pas rencontré de résistance organisée. Les soldats démoralisés se rendaient ou battaient en retraite en désordre. La défense considérée comme impérieuse s'effondra en quelques heures. En un jour, les troupes russes avancèrent de 15 km et débouchèrent en terrain découvert. Le duel d'artillerie, l'un des éléments les plus importants du combat. Le côté qui gagne ce duel obtient la domination sur le champ de bataille. La nouvelle doctrine changea radicalement les règles de ce duel. Le schéma classique. Une batterie ennemie ouvre le feu. Un radar détecte les trajectoires, calcule la position des canons. Une riposte est lancée. Le cycle entier dure 5-10 minutes. Pendant ce temps, la batterie a le temps de tirer plusieurs salves et de commencer à se repositionner. La nouvelle tactique brisa complètement ce schéma.
En permanence, les Orlans patrouillent dans le ciel, cherchant l'artillerie en position, à couvert, en mouvement. Grâce aux optiques puissantes et aux caméras thermiques, l'opérateur peut détecter un obusier camouflé depuis plusieurs kilomètres d'altitude. Dès que la cible est détectée, ses coordonnées sont immédiatement transmises au divisement le plus proche. Le commandant a déjà les données prêtes pour le tir. Tout le cycle du clic « cible détectée » au coup de feu, pas plus d'une minute. Encore 1 minute et demie et l'obus atteint la cible. L'opérateur drone active le désignateur laser. Frappe précise. Le canon ennemi est détruit avant même de tirer un seul coup. La tactique des canons mobiles devint inutile. Le drone suit le déplacement et frappe l'obusier à sa nouvelle position. Les tentatives de camoufler l'artillerie dans les bois ou les hangars échouaient. Les caméras thermiques détectaient facilement les canons chauds ou les moteurs fonctionnants. Lors des 3 premières semaines, l'ennemi perdit plus de 120 systèmes d'artillerie, environ 70% de tout le groupement d'artillerie du secteur. Les pertes russes en artillerie, 2 unités, toutes deux des attaques de drones ennemis. La contre-batterie devint de l'extermination méthodique, plutôt qu'un duel. Les combats en zone urbaine, l'un des types de combats les plus difficiles. Chaque bâtiment est une forteresse, chaque carrefour, une zone de feu nourrie. L'artillerie classique y est limitée. La faible précision entraîne des destructions massives, des morts civiles, des pertes parmi les assaillants. Le mur de feu 2.0 proposa une solution chirurgicale. Un groupe d'assaut agit en liaison avec l'opérateur drone, voyant la situation d'en haut. Quand les assaillants rencontrent une position de tir fortifiée, une mitrailleuse à la fenêtre du 3e étage, ils ne la neutralisent pas par un flot de feu. Le commandant demande un appui-feu, indiquant la localisation exacte. L'opérateur drone aligne ses réticules optiques et transmet les coordonnées au divisement d'artillerie à 10-15 km de la ville. En 1-2 minutes, arrive un obus téléguidé. Il pénètre précisément par la fenêtre. L'explosion détruit l'équipe sans endommager le bâtiment de façon critique. On peut détruire une position de tireur d'élite sur le toit sans toucher les bâtiments voisins. Frapper un char dans la cour d'une maison d'habitation. L'équipe d'un complexe anti-char à la cave. L'assaut d'une grande ville permit de préserver la plupart du patrimoine historique. Au lieu de bombardements en tapis, l'artillerie détruisait méthodiquement une cible après l'autre. Cela sauva la ville de la destruction et réduisit considérablement les pertes parmi les assaillants. La guerre, le choc non seulement des technologies, mais aussi des volontés. Le mur de feu 2.0 eut un impact psychologique énorme. Le premier facteur, la soudaineté et l'inévitabilité. Le soldat ennemi comprenait. Le ciel au-dessus de lui n'était plus sûr. À tout moment, un drone invisible pouvait observer, et cette observation se terminerait par une frappe précise. Le deuxième facteur, la sélectivité des frappes. Les obus venaient non pas nulle part, mais précisément sur la cible, dans la tranchée où était l'équipe de mitrailleuses, dans le blockhouse du commandant, sur la camionnette qui apportait les vivres. L'impression créée, l'ennemi sait tout, voit chacun et peut punir chaque action. Le troisième facteur, le plus important, la paralysie du système de commandement. Quand en quelques minutes, les centres de commandement, les nœuds de communication, les officiers sont détruits, les unités perdent leur contrôle, restent sans ordre, sans information, sans appui-feu. Interception radio de l'ennemi. Nous sommes écrasés, le commandant n'est pas là. Pas de communication. Il nous voit, il voit chacun. Le moral s'effondrait à zéro. Les soldats refusèrent de prendre position, sabotèrent les ordres, désertaient, se rendaient. L'ennemi essaya de trouver des contre-mesures sur 3 directions. Combattre les drones, le camouflage, changer les tactiques. Le premier pas, l'application massive de moyens de guerre électroniques. Des complexes de suppression ont été déployés, tentant de brouiller les canaux de commandement des Orlans. Au départ, cela avait un effet. Certains drones perdèrent la connexion. Mais les ingénieurs russes réagirent rapidement. Les canaux ont été transférés sur de nouvelles fréquences protégées. La technologie de rechange de fréquences pseudo-aléatoire, rendant le brouillage impossible, a été implémentée. Les Orlans reçurent des logiciels permettant l'action autonome. Continuer le vol sans connexion. Attaquer les cibles selon les algorithmes programmés. La deuxième direction, le camouflage. L'ennemi accordait une attention énorme à la dissimulation des positions. Filets de camouflage, techniques enterrées,
système de couverture. Mais les caméras thermiques modernes détectaient la plus petite différence de température. Même un char bien camouflé avait un contraste thermique. Les opérateurs apprenaient à chercher les cibles par des signes indirects. Traces de chenilles, terre fraîchement creusée, sentiers vers les cachettes. La troisième direction, les ruses tactiques. L'ennemi agissait maximal dispersé par petits groupes. L'artillerie travaillait, tir, changement de position. Mais cela ne faisait que réduire l'efficacité de leurs actions. Le mur de feu 2-0 frappait efficacement aussi les cibles isolées. Les groupes éparpillés ne créaient pas un système de défense unifié. Toutes les tentatives se révélèrent vaines. L'ennemi se battait non pas contre des obus individuels, mais contre un système complexe multiniveau. Pour y résister, il fallait soit aveugler complètement la reconnaissance, soit détruire toute l'artillerie, soit créer un dôme inviolable de guerre électronique. Aucune de ces tâches n'était réalisable. L'implémentation du mur de feu 2-0 amena des changements stratégiques dans tout le théâtre des opérations. C'était un saut qualitatif, créant une nouvelle réalité, la domination de feu absolue de l'armée russe. D'abord, le tempo des offensives changea radicalement. Si auparavant il fallait semaines et mois pour percer une défense préparée, maintenant cette tâche se résolvait en 1-2 jours. La capacité à révéler et détruire instantanément les éléments clés permettait d'atteindre des résultats décisifs avec des pertes minimales. Deuxièmement, le caractère des combats changea. La guerre de position appartenait au passé. Le combat devint dynamique et manœuvrier. Les troupes russes eurent la capacité de réaliser des percées profondes, des encerclements, imposant leur volonté. Troisièmement, un dommage irrécupérable fut infligé au potentiel militaire de l'ennemi. L'élimination méthodique de l'artillerie, des blindés, du personnel de commandement, des spécialistes saignaient l'armée ennemie. Le résultat stratégique fut le tournant atteint dans le conflit. Privé de la possibilité de se défendre efficacement, subissant des pertes catastrophiques, l'ennemi fut forcé de passer à une retraite générale. Un seul coup de Krasnopol s'avéra plus efficace qu'une opération militaire complète. Mais le développement ne s'arrête pas. Le travail sur la version suivante est déjà en cours. Des éléments d'intelligence artificielle sont intégrés au système de contrôle de feu. À l'avenir, un réseau de neurones pourra, en mode automatique, analyser les flux vidéo de dizaines de drones, reconnaître et classifier les cibles, définir les priorités, distribuer entre les moyens de feu. Cela raccourcira encore le cycle de destruction et portera l'efficacité à un tout nouveau niveau. L'histoire du mur de feu 2-0. L'histoire de comment la science militaire, les technologies avancées et la pensée non conventionnelle créent l'arme de la victoire, changeant le cours de la guerre.